Je n'aurais jamais imaginé me retrouver en train d'exercer la profession de wedding planner. Jamais. Je m'appelle Mélanie Wabo. Affectueusement, on m'appelle Tata Mel. Je suis la tata des futurs mariés. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai 40 ans. Je suis mariée depuis, ça va faire 10 ans cette année. J'ai 3 enfants, 3 merveilleux enfants qui me portent, qui me supportent, que je porte et que je supporte aussi. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai eu une très belle vie, très franchement. J'ai eu une très belle vie. Avec pas mal d'obstacles, avec pas mal de choses pas forcément faciles à supporter, mais j'ai eu une très belle vie. Je vais vous dire pourquoi. Je suis la dernière d'une famille de 6 enfants, mais qui a grandi un petit peu comme un enfant unique, parce que ma maman m'a cherché longtemps, entre mon frère qui me précède et moi il y a 10 ans, entre mon premier frère et moi il y a 19 ans, tous en fait on est partis faire nos études à l'étranger. Ce qui fait qu'en fait, au moment où je nais, mon premier frère et ma première sœur, oui, je pense les deux, ont déjà quitté le Cameroun. Donc, il y a un tel écart d'âge entre nous que voilà, on est 6, mais j'ai vraiment grandi un petit peu toute seule. Et quand je grandis, mes parents en fait ont déjà été victimes de l'aide à la famille qui se retourne contre vous. L'aide à la famille qui se retourne contre vous, c'est-à-dire qu'ils ont eu à accueillir beaucoup de cousins, de cousines, de personnes de la famille, qui n'ont pas forcément été très reconnaissantes, il y a eu pas mal d'ingratitude. Ça, je le sais avec les anecdotes que mes frères aînés me racontent, hein, parce que du coup, le résultat de ça, c'est que quand moi j'arrive à la maison, il n'y a personne. Il n'y a personne. Papa était fatigué de toutes ces plaintes de la famille. Quoi qu'il fasse, il n'en faisait jamais assez, tout ça. Donc à un moment, il a dit, ok, c'est bon, j'en ai marre. Je vais m'occuper, je vais me concentrer en tout cas sur ma femme et sur mes enfants. Et donc ce dernier enfant, ce dernier marché qu'ils ont tant cherché, c'est moi. donc voilà. Ça fait donc 40 ans que je suis sur cette terre, bientôt. J'ai fait mes études primaires et secondaires ici au Cameroun, un petit peu portée par le vent, parce que quand on est à l'école, en fait, c'est facile. Hein. Si tu es au CM2, tu sais que ce qui t'attend, c'est le concours d'entrée en 6e. Après la 6e, la 5e, 4e, je veux dire, il n'y a pas vraiment de surprise. Tu suis le cours normal des choses. Là où ça se complique, c'est quand vers la seconde, première, non, c'est quand vers la seconde, on commence à parler d'orientation. Il faut pouvoir choisir la voie, ne serait-ce que pour le bac. Ah, ok. Moi, j'en savais rien. Je savais rien parce qu'en fait, comme le chemin était tracé et que j'étais une bonne élève, j'avais toujours des bonnes notes, enfin, les questions ne se posaient pas parce que tout allait bien. Et on a souvent tendance à penser que les problèmes, c'est quand ça ne va pas. Mais même quand tout va bien, c'est problématique parce que du coup, tu es capable de tout faire. Donc, tu es capable de tout faire. Et j'avais dit que j'allais faire du droit. J'avais dit que j'allais faire du droit, je voulais faire du droit des affaires. Et papa a dit jamais. Papa a dit jamais parce que lui-même, c'était un homme d'affaires. Et les hommes d'affaires se confrontent beaucoup aux avocats d'affaires. Et il savait un peu comment le droit se passait chez nous. Il savait que la version un petit peu édulcorée ou la version des séries américaines, non, où les avocats, c'est les sauveurs du monde, tout ça. Enfin, c'est cette version-là que moi j'avais et c'est cette version-là que moi je voulais exercer. Et il savait que je ne pourrais pas exercer ce type de droit au Cameroun. Donc, il m'a dit, le droit, tu laisses tomber. Mais ce qui m'a vraiment donné envie, en fait, de le faire, c'est que mon papa était dans les affaires. Il a vraiment très bien réussi dans les affaires. Mais encore une fois, c'était avant moi. C'est mes frères et sœurs qui ont très bien connu l'heure de gloire de mon père. Moi, j'ai connu papa quand ses affaires avaient sombré. Moi, j'ai connu les situations où vous êtes à la maison, dans une très grande et belle maison, mais qui est vide parce que les huissiers sont passés, ils ont emporté tous les meubles, enfin tout ça. Et donc c'est ça en fait qui m'avait donné envie d'aller un petit peu sur la voie du droit en me disant je veux pouvoir protéger quand même les personnes qui, dans leur parcours entrepreneurial, même si à l'époque on n'en parlait pas dans ces termes, se retrouvent en difficulté. Bon, ça c'était avant de savoir que papa n'avait peut-être pas toujours raison dans ses affaires et c'était avant de savoir que, voilà, en termes de droit, selon les prédispositions que vous avez prises quand vous avez monté votre société, ça ne se gère pas de la même manière. Mais quoi qu'il en soit, j'arrive donc en terminale et je ne sais toujours pas ce que je veux faire parce que je n'avais pas réussi à m'enlever de la tête cette idée de faire du droit. Et ce qui se passait dont je ne me rendais pas compte, c'est que mon père et ma mère, en fait, s'étaient mis en tête que j'allais boucler un peu le parcours que mon frère aîné avait commencé. Mon frère aîné, pour que je vous dise un petit peu, c'était, je ne sais pas quel terme je vais employer. C'était un modèle à plusieurs titres. Mon frère aîné, Moyo, ça a été le premier Camerounais à faire MIT. MIT aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez MIT. Il a été un des premiers Camerounais à faire HEC Paris. Donc, vous vous retrouvez en fait à être la petite sœur d'un génie.
Et les parents qui se disent, ben, en fait, elle va faire comme son grand frère. Et entre-temps, ils n'ont pas échoué non plus. Hein. Les autres, on a fait les écoles de commerce, l'autre est médecin, l'autre est architecte. Et toi, tu es la dernière. Tu as que des frères et sœurs qui ont fait des super trucs et tu ne sais absolument pas ce que tu veux faire. Donc, je me retrouve inscrite en classe préparatoire au lycée Stanislas à Paris. Pourquoi? Parce que c'était la classe préparatoire qu'avait faite mon premier frère. Donc, d'un point de vue résultat, je n'avais pas de souci. On me demande de faire les concours, je les fais. On me demande d'avoir des bons résultats, je les ai. Donc, en fait, j'étais bonne scolairement. Mais dans ma tête, je n'étais pas prête. Dans ma tête, je n'étais pas prête parce que je me suis fait virer de Stanislas. Je me suis fait virer de Stanislas avec un 17 de moyenne. Parce que c'était une école, en fait, où... Enfin, la classe préparatoire, en tout cas en France, ne valorise pas uniquement le résultat scolaire. J'avais 17 de moyenne, certes, mais j'étais super absentéiste. Si les cours m'ennuyaient, j'y allais pas. Je venais, en fait, au moment des épreuves. Donc, j'avais des bons résultats en termes de notes. Mais je n'avais absolument pas le comportement de l'excellence qu'ils attendaient. Donc, vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais échoué, qui n'a jamais redoublé, qui n'a rien, qui se fait renvoyer de son école préparatoire qui a coûté les yeux de la tête parce qu'elle n'allait pas en cours. Et on m'avait prévenu, hein, mais je ne les avais pas cru. Moi, je me disais, bon, tu as 17 de moyenne, on va te renvoyer quand tu as 17 de moyenne. Je me suis fait virer. Et donc là, il fallait pouvoir trouver le courage de dire aux parents que, bon, on m'a renvoyé de l'école. Et le jour où je trouve ce courage, je me rends compte qu'en fait, l'école les avait même déjà prévenus. Donc, je tournais depuis, mais bon, eux, ils le savaient. Mais ça a été une grosse claque. Mais cette claque-là m'a appris qu'il faut m'a rappelé, parce que ma mère me le disait souvent, que tout ce qu'on fait, il faut le faire bien. Il faut le faire vraiment à fond. Donc, il ne fallait pas que je me contente d'aller chercher des bons résultats. Il fallait que j'ai l'attitude qui aille avec la personne qui veut être sur la voie de l'excellence. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai arrêté de me laisser porter. J'ai arrêté de laisser juste que les choses arrivent et je me suis vraiment demandé qu'est-ce que tu as envie de faire, Mélanie, dans ta vie? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et à ce moment-là, je me suis dit, le modèle de mon père me plaît bien. Il fait des affaires. Il est au Cameroun parce que la plupart de mes frères et sœurs qui étaient partis n'étaient pas rentrés, sauf une de mes sœurs. Moi, je me suis dit, je vais rentrer. Qu'est-ce que je vais faire? Papa avait un hôtel au Cameroun. J'ai dit, OK, je vais m'intéresser à la chose. Et quand j'étais plus petite, j'aimais beaucoup passer le temps avec mon papa. Hein. Et m'emmener souvent en fait avec lui pour la partie administrative. Enfin, il fallait taper les courriers. Et à l'époque, c'était vraiment la machine de doigts, non? Donc, je tapais les courriers pour lui. Je me suis rendu compte après que la moitié des courriers qu'il m'a fait taper, il s'en est même jamais servi. Hein. C'était juste en fait pour m'amener en fait à comprendre un petit peu ce qu'il faisait. Donc, je me suis dit, OK, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est comme ça que je décide en fait de faire mon mémoire de fin d'études sur le marketing touristique au Cameroun. J'ai fait mon mémoire de fin d'études, je suis venue faire mon stage ici. J'avais fait un stage chez SDV Delmas à l'époque. Est-ce que c'était déjà Bolloré, Delmas, SDV? Bon, c'était chez SDV en tout cas. C'était assez sympa pendant 3 mois. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a absolument rien à voir entre le Cameroun comment je peux dire, de l'écolier, non? C'est-à-dire que quand tu vas juste à l'école, tu reviens, on a fait à manger, tu manges, tu fais tes devoirs. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que travaille bien à l'école, respecte tes aînés, tout ça. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun dans lequel tu reviens après avoir fait 1, 2, ou enfin en tout cas un certain temps à l'étranger. Et les attentes qu'on a sont totalement différentes. Tu as beau être encore étudiant, tu te retrouves à avoir toutes tes cousines qui attendent. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Les 2-3 premiers séjours que j'ai fait après avoir quitté le pays, j'arrivais avec des valises pleines de vêtements, de choses personnelles, non? Et je repartais avec des valises pleines de nourriture. Donc, toutes mes choses étaient restées. Tout restait. Et je repartais avec la nourriture, qui de toute façon n'était même pas pour moi. C'était pour les grands frères et grandes sœurs. Enfin bon, c'était assez marrant. Et ça s'est confirmé quand je suis rentrée, en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas se rendre compte de la chance qu'on a quand on est encore lycéen. Et donc, on n'a aucune responsabilité par rapport à ce qui nous attend et ce qu'on va se prendre en pleine face quand on va rentrer X années plus tard. Et plus le séjour à l'étranger a été long, plus la claque est vraiment douloureuse quand on rentre. Donc, quoi qu'il en soit, je fais mes études, donc j'ai mon diplôme d'école de commerce. J'ai le sentiment que ça ne suffit pas. Dans ma tête, j'avais dit que j'aurais un bac plus 5. J'ai le sentiment que ça ne suffit pas. Je termine avec un master en communication et publicité dans une très, très bonne école qui, là aussi, a vraiment le culte de l'excellence. Et j'ai mon grand frère, donc, qui est aux États-Unis, qui me dit « Essaye d'avoir pour ton stage de fin d'études, essaye d'avoir une expérience dans une entreprise française, puisque tu es en France, mais qui a une approche un peu anglo-saxonne du monde du travail. » À cette époque, il y avait énormément de campagnes de communication de Western Union dans la ville.
Et je me suis dit, je veux faire mon stage de fin d'études dans cette boîte-là, parce que du coup, j'aurai la chance d'être dans un environnement anglo-saxon sans avoir besoin de quitter le pays. Et je me suis mis ça en tête dès le premier mois, je pense, de ma dernière année d'école de commerce. Donc, ça veut dire que tous les cas d'études qu'on me demandait de faire, je les faisais sur cette boîte-là. Toutes les enquêtes qu'on me demandait de faire, je les faisais sur cette boîte-là. Tout ce que je devais faire par rapport à des exercices à l'école, je les faisais sur cette boîte-là. Ce qui fait que le jour où je postule donc, pour faire le stage de fin d'études, j'ai tellement de matière, j'ai tellement de choses. Je crois que ma lettre de motivation a fait 3 pages. Ma lettre de motivation a fait 3 pages. Et la personne qui m'a reçu m'a dit que ça fait même partie des choses qui les ont interpellés parce que sur le coup, dans cette lettre de motivation, j'ai pu citer tout ce que j'avais pu observer en fait en termes de démarche marketing, de démarche publicitaire de l'entreprise. Et en disant, à tel endroit, je pense que vous auriez pu faire différemment, tout ça. Donc, les personnes avec qui j'avais fait lire ma lettre disaient, non mais toi tu es folle, tu vas avoir une boîte qui a des années d'expérience, toi tu sors de l'école et tu viens carrément leur dire qu'ils auraient pu mieux faire. Mais bon voilà, mon sentiment c'était ça, c'est que si je rejoins cette boîte-là, c'est pour apporter quelque chose. J'aurais beaucoup à recevoir évidemment, j'aurais énormément à recevoir, mais je veux aussi apporter quelque chose. Donc c'était important que dès ma lettre de motivation, ils comprennent que ça, c'est pas une stagiaire qui va venir faire le café. Bon, si vous lui demandez de faire, elle va faire, mais c'est pas une stagiaire qui vient faire le café, c'est quelqu'un qui vient vraiment vous apporter des choses. Donc, mon stage de fin d'études a donc débouché sur mon premier emploi, parce qu'effectivement, après ça, on m'a recruté, j'ai gravi les échelons assez rapidement. Et encore une fois, le Seigneur a permis que je me retrouve en fait à chaque fois entourée de gens qui font le culte de l'excellence. Je répète ça à chaque fois parce que c'est quelque chose qui nous manque tellement ici. Il faut qu'on fasse les choses avec l'ambition de les faire de manière excellentissime. C'est-à-dire que je ne dis même plus excellente maintenant, excellentissime, et qu'on soit contre la médiocrité. Je rencontre mon futur époux, je rencontre Franck en 2003. Ça veut dire que je suis en transition, voilà. Je suis en transition entre la fin de l'école de commerce et le master. Il habitait en Allemagne à l'époque où on s'est rencontrés. C'est pas vraiment rencontré parce qu'en fait, on s'était déjà vu avant. Mais lui, il savait, moi, je savais pas. On s'était déjà vu avant. On avait pas mal d'amis communs, de membres de la famille communs également. En fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était quelques années plus tôt au mariage d'un de mes cousins. Mais comme tout membre de la famille jeune, j'étais forcément affectée à faire à manger, servir à manger, s'assurer que tout le monde allait bien. Donc, c'est pas un événement où j'avais particulièrement prêté attention à qui était là. J'avais un job à faire, je faisais mon job. Et lui m'a remarqué à cet événement-là. Je l'ai su plus tard. Donc, ça fait depuis 2003 que nous sommes ensemble. Notre relation a commencé, j'étais en France, il était en Allemagne. 1 mois plus tard, il décide qu'il vient s'installer en France. Pourquoi tu viens t'installer en France? C'était pour moi, mais il ne pouvait pas dire ça. Enfin bref, il m'a sorti plein de trucs qui expliquaient qu'il fallait qu'il soit en France maintenant. Donc, ok, très bien. Donc ça va faire 17 ans que nous sommes ensemble, 10 ans que nous sommes mariés. Nous avons 3 enfants, comme je vous disais, 2 filles et un garçon, qui sont top, et je pense qu'ils sont top parce qu'ils ont des parents qui s'aiment beaucoup, des parents qui se complètent. On se complète énormément, c'est-à-dire que je pense qu'à chaque fois que j'ai une il m'avait prévenu. Mais comme je suis têtue, j'ai voulu faire genre, je n'écoute pas ses conseils. Il est de très très bons conseils et il a toujours en fait, comment je pourrais dire, c'est comme s'il avait une vision d'avance sur les choses. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais pendant que moi je suis au point A, en fait, lui, il est déjà à B, C ou D. Et comme je suis têtue, je suis sûre que non, ton B, C ou D que tu dis là, ça ne va jamais arriver. Et ça arrive. Et quand ça arrive, il a quand même l'élégance de ne pas me dire « je t'avais dit ». Mais dans ses yeux, je vois quand même qu'il m'avait prévenu. Donc voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc je sais, avec Franck, on est mariés depuis 10 ans. Et en fait, c'est moi qui ai complètement organisé notre mariage. J'ai pris un plaisir pas possible d'organiser ce mariage-là en France. Et j'avais même fait appel au service d'un wedding planner à l'époque. Mais ça ne s'était pas bien passé. En fait, elle n'était pas assez rapide pour moi. Elle n'était pas assez rapide pour moi parce que, comme je vous disais, l'incidence en fait de mon travail s'est fait ressentir dans la manière dont j'ai aussi géré mes choses de manière privée. C'est-à-dire que si je fais, il faut que ce soit bien fait. Et comme souvent mon niveau de bien fait est un petit peu, mes standards sont un petit peu élevés, donc quelquefois en fait il faut que je fasse moi-même. Donc, j'ai organisé mon mariage de A à Z avec l'aide des copines, dans un environnement qui pourtant permettait de déléguer beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, en France, il y a plein de prestataires qui peuvent faire beaucoup de choses, mais je voulais garder le contrôle. Et puis surtout, on n'avait pas envie de se ruiner. On avait envie d'avoir un beau mariage, mais qui n'allait pas nous coûter les yeux de la tête. Il fallait que ça reste raisonnable. On avait déjà 2 enfants, donc voilà, il fallait pouvoir conjuguer tout ça. Mais au sortir de ce mariage, je ne me suis pas du tout dit que j'allais être wedding planner. Ça m'a fait plaisir de faire mon mariage,
Et après ça, je suis retournée retrouver mon boulot de marketeuse opérationnelle, point barre. Cependant, quand on rentre au Cameroun et que je me retrouve à travailler donc dans l'hôtellerie, vous avez suivi, non? Je vous avais dit, papa, l'hôtel, machin, ça. Je me retrouve à travailler dans l'hôtellerie. Je suis chargée des banquets et des séminaires. Et donc, forcément, je me retrouve à gérer des mariages. Mon boulot, c'est de fournir une salle et de fournir un service traiteur. Point barre. Le souci, c'est qu'en fait, les mariages qui se passent dans notre établissement, si jamais des choses extérieures à nous se sont mal passées, ça rejaillit sur nous. Je donne un exemple simple. Je dois fournir uniquement la salle, d'accord? À l'époque, c'était à l'hôtel Beau Séjour. Je dois fournir uniquement la salle. C'est la famille qui prépare. Mais si jamais le repas n'est pas bon, en fait, les gens, quand ils partent, ils vont se dire « J'étais à un mariage à l'hôtel Beau Séjour, j'ai mal mangé. » Donc, du coup, ce n'était pas ma nourriture, mais ça rejaillit sur moi. Ou les personnes qui doivent apporter la boisson, elles apportent la boisson en retard. Résultat, mes gars se retrouvent à servir du vin blanc chaud. Les gars qui sont en train de servir ce vin blanc chaud, il y a Hôtel Beau Séjour sur eux. Donc, du coup, ça rejaillit sur nous alors qu'en fait, ce n'était pas du tout notre faute. Et vous n'allez pas, pendant la soirée de quelqu'un, prendre le micro pour dire « Bon, alors, je vous signale que ce n'est pas nous qui avons apporté la boisson, ce n'est pas nous qui avons préparé. » Tu ne peux pas faire ça. Donc, tu assumes juste le fait qu'ils vont penser que c'était toi et puis voilà. Et donc, il y a plein de mariages comme ça qui se passent et ça ne va pas. Mais quel que soit le budget, parce qu'on peut se dire que quelquefois, les couacs sont liés au mariage à petit budget. Ne vous dites même pas ça. Que ce soit petit budget ou gros budget, si l'organisation n'a pas été bien faite, c'est fatal. Ça se passe mal. Donc voilà comment je commence à me renseigner un peu plus et à me dire, il y a forcément des gens qui font du bon boulot sur les mariages au Cameroun, c'est juste qu'on ne les connaît pas. Donc, je vais aller les chercher. Et je me rappelle, à l'époque où moi, j'avais besoin de prestataires pour mon mariage, j'en avais trouvé beaucoup dans les salons du mariage. Je dis les, parce que sur la ville de Paris, il y a beaucoup de salons du mariage. J'en avais fait 3 ou 4 pour mon propre mariage. Donc, je dis, OK, on est fin 2012, où je dis à ma sœur avec qui je travaillais à l'époque, à mon mari, puisque conseiller numéro 1, enfin d'autres personnes, je dis, OK, on va faire un salon du mariage dans 3 mois à l'hôtel. Tout le monde me regarde, genre, mais ton truc de mbeng là, franchement, ça vaut pas la peine, ça sert à rien, c'est une mauvaise idée. Je lui ai dit que je suis têtue, non. Je dis, c'est pas grave, je vais quand même le faire. À part que ça m'a pas pris 3 mois comme je pensais, ça m'a pris à peu près 1 an et quelques. Il y avait beaucoup de contraintes auxquelles je m'étais pas préparée. Et celle qui m'a fait le plus mal, finalement, a été celle liée à la nature même des entrepreneurs camerounais, c'est-à-dire qu'on ne sait pas travailler ensemble. On ne sait absolument pas travailler ensemble. Bon, depuis, ça va mieux, hein, parce que la première édition du Salon du mariage, c'était il y a 7 ans. Mais en fait, quand je dis qu'on ne sait pas travailler ensemble, c'est-à-dire que un salon professionnel, par définition, pour qu'il fonctionne, ça veut dire que vous présentez plusieurs corps de métier à des visiteurs, en l'occurrence les futurs mariés, pour qu'ils puissent avoir un choix. Quand tu vas voir une décoratrice et qu'elle te dit « Ah non, moi je viens, je veux être la seule, s'il y a quelqu'un d'autre, je ne viens pas. » Ok. Tu trouves… Enfin, en fait, c'était ça, c'est-à-dire que les pâtissiers, les décorateurs, les salles de fête, alors n'en parlons même pas parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui, avaient ce côté-là où si je dois participer à ton salon, je suis le seul, s'il y a quelqu'un d'autre, je ne viens pas. Et je dis, mais ça veut dire que vous comprenez juste pas ce que je suis en train de vouloir faire. Je suis en train de vouloir réunir les meilleurs. Et il n'y a pas un meilleur. Il peut y avoir le meilleur de sa catégorie, je suis d'accord, mais il y a forcément plusieurs catégories. Parce que si on parle du mariage, on a des mariages haut de gamme, on a des mariages moyens de gamme, on a des mariages entrée de gamme, on a du mariage traditionnel, du coutumier. Quand on parle de la déco, il y a tellement de signatures en décoration. Quand on parle de photos, il y a tellement de signatures particulières. Dans chacune de ces catégories, il y a le meilleur. Et si je veux réunir le meilleur de tout, la crème de la crème, parce que c'est vraiment mon ambition, ça suppose d'avoir des gens qui savent travailler ensemble. Donc, un des gros challenges, ça a été ça. Et une de ces claques-là, ça a été de se dire, mais purée, on est capable de faire des très belles choses, mais chacun, en fait, veut être dans son couloir, ne pas gérer ce qui se passe à côté. Donc, il a fallu, au lieu de 3 mois, comme je disais, plus d'1 an, pour arriver à cette première édition du Salon du mariage. C'était en février 2014. Je me rappelle, ça tombait le week-end de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, cette année-là, c'était un vendredi. Donc, on avait fait une grosse soirée de Saint-Valentin en guise d'ouverture du salon le vendredi. Et ensuite, il a eu lieu le samedi et dimanche. Donc, ça fait 7 ans que je suis dans l'industrie du mariage. Ça fait 15 ans que je suis dans l'événementiel parce qu'en fait, quand je travaillais dans le marketing, je faisais du marketing opérationnel. Donc, ça veut dire que je suis sur le terrain, en fait, des événements depuis super longtemps. Et un jour, je me réveille et je me rends compte que je suis en train d'organiser les mariages des gens. Ce que je viens de dire n'est pas vrai. Un jour, mon mari me réveille et il me dit « Ma femme, assieds, on a un problème. » Quand il dit d'abord ma femme, aïe, 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 c'est que c'est chaud. Donc là, je commence à réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait, machin, truc. Il me dit, on a un problème parce que tu es en train de cumuler 2 fonctions qui t'épuisent. Et j'étais vraiment épuisée.
Parce que la gestion d'un hôtel, c'était mon boulot de base, non. Gestion d'un hôtel, ça veut dire que vous êtes disponible 24 heures sur 24. L'activité hôtelière ne s'arrête pas. L'hôtel ne fait, c'est pas, il n'y a pas d'horaire qui dit que l'hôtel est ouvert de 8 heures à 17 heures. Et quand tu as un poste de management, tu dois être disponible tout le temps. Ça m'est arrivé qu'on m'appelle à 2 heures du matin parce qu'il y avait un début d'incendie. On t'appelle à 6 heures du matin parce qu'un vol est annulé. Il faut pouvoir gérer les clients. Et à côté de ça, comme ça ne suffisait pas, madame est encore en train d'accompagner des gens dans l'organisation de leur mariage. Ce qui se passait en fait, c'est que les personnes qui venaient au salon du mariage et qui avaient des contacts me rappelaient après pour dire « Ah tiens, madame Wabo, il paraît que c'est vous qui organisez le salon. On a rencontré tel grâce à vous. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ou bien j'avais des dames quelquefois qui me demandaient « Est-ce que vous pouvez m'accompagner à mon essayage de robe de mariée? J'ai une dégustation de gâteau. Est-ce que vous pouvez m'accompagner ?» Je le faisais avec beaucoup de plaisir. Mais c'était bénévole. C'était bénévole, c'était pas, voilà, je le faisais, point. Donc un jour, il me dit, écoute, c'est plus possible en fait. Il faut que tu choisisses, soit tu as une activité qui va générer du revenu. Et dans ce cas, il faut que tu la structures comme une activité qui génère du revenu. Soit c'est une passion et tu me préviens que maintenant tu es dans l'associatif, tu es dans le bénévolat. Donc c'est mon mari qui parle. Hein. Et là, je sais que bon, il faut que je travaille 2 fois plus parce qu'en fait, ma femme fait du bénévolat. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, je commence à me renseigner sur une profession que finalement j'exerçais sans le savoir. Je me pose et je réalise que ce que je suis en train de faire, en train d'accompagner les mariés, en train de gérer des rendez-vous, en termes de monter des budgets, ça a un nom, ça s'appelle être wedding planner. Et comme je n'aime pas faire les choses à moitié, donc je continue à le faire, à accompagner les gens, mais je sens que je me sens pas accomplie, si vous voulez, dans ce que je suis en train de faire. Donc, je me dis, il me manque une formation. Je fais partie des gens qui croient énormément en la formation. Je crois aussi, bien sûr, au métier d'autodidacte, puisque comme je le dis, je l'ai commencé en autodidacte, mais je crois énormément en la formation. Et je me suis dit, si jamais cette passion qui s'est révélée à moi, parce que je le faisais vraiment de manière passionnée, mais ça m'avait trouvé. Voilà, un beau jour, je me suis rendu compte que j'étais dedans, j'étais dans les mariages et que vraiment j'adorais ça. Mais il fallait que j'y amène de la structure, il fallait que j'y amène de la méthode, il fallait que j'y amène de la rigueur. Parce que tant qu'on ne fait que par passion, entre guillemets, on fait quand on veut. C'est-à-dire que si ce matin je veux, je fais. Si demain je ne veux pas, je ne fais pas. Mais si c'est que ça doit devenir mon boulot, si c'est que ça doit devenir ce truc-là qui permet que je mette du pain sur la table à la maison, il faut que je mette de la rigueur. Donc, je décide en fait de partir en formation. Et là, mince, il n'y a pas d'école de formation de wedding planner au Cameroun. D'ailleurs, la plupart des personnes à qui j'en parlais ne me comprenaient même pas. Wedding planner, organiser les mariages, va voir telle tata, non, elle va te dire comment elle fait souvent, va voir telle. Bon, d'accord. Et je me rends, donc, à force de rechercher, je me rends compte que, OK, c'est un métier qui est américain. D'ailleurs, c'est pour ça que même dans les zones francophones, on dit toujours le wedding planner. Mais c'est parce que ça donne aussi, hein, c'est plus sexy que de dire organisatrice de mariage. Wedding planner, ça fait bien. Bon, parenthèse. Donc, je me renseigne et donc, les écoles sont basées aux États-Unis. Certaines sont basées en France, mais j'ai des enfants qui sont petits. Je ne suis pas prête à dire que je vais partir 6 mois ou 1 an pour une formation. Donc, je remets ce projet à plus tard en me disant, bon, je finirai par faire cette formation, mais pour l'instant, ma priorité, c'est les enfants. Je n'ai pas envie de les laisser. Bon. Et un jour, un de mes frères ont quand même été pour beaucoup. Hein. Un de mes frères tombe en fait sur l'annonce d'un institut Weddings Beautiful qui est basé aux États-Unis et qui a une antenne à Abidjan. Il découvre ça comment? Parce qu'en fait, lui-même habite à Los Angeles et il travaille beaucoup avec l'Afrique de l'Ouest. Donc, il m'envoie les informations sur cet institut-là. Au départ, j'ai un peu peur parce que vous savez que sur les choses du net, les Ivoiriens à une époque avaient quand même une réputation d'être un peu des frappeurs. Donc, j'avais un petit peu peur. Et j'ai été sollicitée pour aller pour aller coordonner un mariage à Abidjan. Donc, je suis partie pour cette coordination et j'en ai profité pour aller rencontrer justement les personnes de cet institut-là, m'assurer que est-ce qu'ils sont vraiment les représentants, où sont leurs locaux, est-ce que. Je les rencontre, on a un très bon feeling et là, je m'inscris pour avoir ma certification internationale en tant que wedding specialist. Alors, pour les Américains, c'est pas uniquement wedding planner, c'est wedding specialist. Ils font la différence en ce sens que quand tu es spécialiste du wedding, on va dire ça comme ça veut dire que tu peux faire des consultations, tu peux faire du conseil, on t'apprend à gérer un mariage qui ait lieu en Afrique, qui était le cœur de la spécialisation pour mon cas. Mais j'ai également appris les spécificités du mariage au Mexique, en Chine. Enfin bon, voilà. Tu es International Wedding Specialist. C'est ce que je suis aujourd'hui. Et ça m'a rassurée parce que j'avais besoin de ces bases-là, ces bases d'organisation, ces bases de management, ces bases de gestion du temps. Parce que ce qu'on vend finalement en tant que wedding planner, c'est notre temps. Et quand on ne sait pas gérer le temps, c'est juste catastrophique. Et donc voilà, j'ai eu ma certification internationale en 2018. Ça va faire 2 ans là.
Et à partir de ce moment-là, j'ai changé mon positionnement. J'ai pu recruter aussi un petit peu parce que ça devenait compliqué de faire tout moi-même. Surtout que je m'étais promis de ne jamais rompre cet équilibre-là entre ma vie privée et ma vie professionnelle, de faire en sorte que mon mari et mes enfants restent en tout temps, en toutes choses, en toutes circonstances, la priorité. Donc, c'était nécessaire que je puisse déléguer au maximum les tâches que j'avais par rapport à l'organisation des mariages de mes clients. Aujourd'hui, je suis très heureuse et je suis très épanouie dans ce que je fais. Mais il ne faut pas croire que quand quelqu'un dit qu'il est épanoui, c'est que c'est facile. Je suis épanouie parce que j'aime ce que je fais, mais ce que je fais n'est pas facile. Ce qui me fait supporter, c'est juste parce que j'ai la passion derrière. C'est pas facile parce que quand on quitte de la passion à l'entrepreneuriat, on prend des responsabilités. Aujourd'hui, je suis responsable de personnes que j'ai embauchées. C'est moi qui ai décidé d'ouvrir, non, je les ai embauchées. Donc, je dois quand même m'assurer que qu'il y ait des marchés ou qu'il n'y en ait pas, je dois les payer. Que les mariés m'aient payé ou ne m'aient pas payé, je dois payer mon loyer. Et il y a énormément d'erreurs que j'aurais peut-être pu éviter, mais que c'est pas mal d'avoir faites parce que je pense qu'on apprend de nos erreurs. Les erreurs comme trop faire confiance aux gens, des erreurs comme accepter les paiements après le mariage. Toutes les personnes à qui j'ai accepté ça ne m'ont jamais payé. Toutes. Je dis bien toutes. Il y a eu les décès après, il y a eu la maladie, il y a eu toutes sortes d'explications, mais je dis bien que 100%, suivez-moi bien, je n'ai pas dit 99, 100% des clients à qui j'ai fait confiance et à qui j'ai permis pour X, Y, Z raison, souvent je me demande même comment ils ont même fait pour m'embarquer là-dedans, mais bon voilà. 100% des clients à qui j'ai fait confiance pour qu'ils payent le reste de mes honoraires après le mariage ont pris les 600 euros. En étant super satisfaits, hein, c'est-à-dire qu'ils sont, parce que non, pas 100%, il y a eu un cas. Si, 100%. C'est pas parce qu'ils sont pas contents. Ils te font des cadeaux, on t'amène des caisses de vin. Vraiment, je dis, gars, merci pour votre caisse de vin, mais je ne vais pas payer mes employés en caisse de vin, quoi. Donc, bon, voilà. Mais c'était nécessaire d'en passer par là. Ça rend, en fait, ça ne change rien à ma passion, mais ça me rend plus rigoureuse en tant que chef d'entreprise. Et c'est ça qui est quelquefois compliqué. Je pense surtout pour les femmes, nous qui mettons beaucoup d'émotions dans notre façon de manager. Même dans mes précédents boulots, avec le recul, je me rends compte que j'ai fait des erreurs de management qui étaient liées à l'émotion. J'ai continué à travailler avec des personnes qui méritaient absolument pas qu'on continue à travailler ensemble parce qu'elles étaient juste pas compétentes, mais où je me disais, ouais, quand même, elle a un enfant, il y a quand même la famille, tout ça, tout ça. Bon, voilà, il faut en passer par là. Mais il faut aussi je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup de discernement. Il faut avoir les yeux et le cœur ouverts. Quand je dis les yeux et le cœur ouverts, je crois en Dieu. Je crois en Dieu et je pense que tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'il permet que ça nous arrive. Même les choses dont on se dit, mais le gars là, pourquoi est-ce qu'il permet que ça m'arrive? Il a un plan pour nous. Et si on n'a pas le cœur ouvert, si je n'avais pas eu le cœur ouvert, je pense que si ça se trouve, je ne me serais pas rendu compte que toutes ces personnes qu'il a envoyées sur mon chemin pour que je les accompagne dans leur mariage étaient en train de me montrer ma voie. J'étais persuadée de m'épanouir dans mon travail en hôtellerie et j'aimais vraiment ce que je faisais, hein, mais c'était pas ma voie. C'était pas ma voie. Ce sont ces premiers clients-là. Je ne vais même pas les appeler des clients parce qu'on n'a même pas eu de relation contractuelle, mais ce sont ces premières personnes-là, en fait, qui m'ont montré ma voie. Et je pense que le Seigneur a permis qu'à ce moment-là, je sois à l'écoute, en fait, pour pouvoir saisir ce message-là. Et là, vous vous rendez compte tout d'un coup que plusieurs pièces du puzzle se mettent en place. Entre les personnes qui vous montrent votre voie, entre mon frère des États-Unis, il est dans les télécoms. La probabilité pour qu'il tombe sur un message de wedding planner était tellement faible, mais il est quand même tombé dessus. Mon mari, ses affaires, c'était pas forcément le top non plus, mais il a quand même réussi à m'aider à financer ma formation, à m'aider à financer un voyage au Gabon parce que la partie pratique en fait de cette formation est celle qui valide votre diplôme. Et la partie pratique se passe dans les pays où il y a la demande. Au Cameroun, j'étais la seule. Il n'y avait pas de demande au Cameroun. Donc, si je voulais valider ma certification, il fallait que j'aille faire la pratique ailleurs. Je suis partie la faire à Libreville. Il a financé ce voyage-là pour moi. Donc, la conjonction de tous ces éléments-là font que derrière, il faut vous battre, quoi. C'est-à-dire que quand il y a tout ça qui vous tombe dessus, c'est pas pour que ça vienne et qu'on soit là, ah, machin. Non, il faut se battre, il faut se donner à fond, donner le meilleur de soi-même. C'est ce que je fais tous les jours. J'essaye de donner le meilleur de moi-même à ma famille, à mon mari, à mes enfants, à mes futurs clients, à mes partenaires. Alors, quelquefois, c'est pris d'une manière un peu, comment je peux dire, un peu, vous allez trouver le mot pour moi, j'en sais rien, mais je donne un exemple, j'aime qu'on soit à l'heure. J'aime qu'on soit à l'heure parce que pour moi, c'est une marque de respect. Donc, je suis à l'heure quand j'ai rendez-vous avec des gens. Et si vous n'êtes pas à l'heure, moi, j'annule le rendez-vous. Donc, c'est devenu comme un moi, ouais, ce sent, hein. Tu as 10 minutes de retard avec elle, ne te reçoit même plus. Oui, je ne vais plus vous recevoir parce que ces 10 minutes de retard qu'on va avoir vont faire que la personne d'après qui va arriver à l'heure, je vais la mettre en retard alors qu'elle, elle était venue à l'heure. C'est des petits détails comme ça.
Si on veut vraiment être dans le culte de l'excellence, c'est dans plein de choses qui sont énormes, mais c'est aussi dans plein de détails. Moi, j'ai vraiment le souci du détail et les personnes qui font appel à moi pour leur mariage, ce que je leur dis, c'est « je suis là pour les détails ». Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que pour votre mariage, il faut manger, boire et danser. Tout le monde sait que pour le mariage, il faut manger, boire et danser. Par contre, vous aurez peut-être besoin de moi pour savoir que par rapport à votre thème, voilà le type de menu qui convient. Par rapport à votre ambiance de mariage, voilà le maître de cérémonie qui convient le mieux. Voilà comment on va gérer votre hébergement. Voilà comment. Parce que dans la vie, je pense que chaque détail compte. Mais par contre, quand je dis que chaque détail compte, c'est comme quand je disais que quand on est épanoui, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller voir ces détails. Moi-même, j'ai encore du chemin. Hein, c'est-à-dire que je pense que, comme je disais, le Seigneur a tracé une voie pour moi. Maintenant, il faut que je m'assure de rester dans ce couloir-là. Et faire attention aux détails, c'est chaque jour, c'est chaque instant. Je vous ai dit, ce sont les détails qui m'ont permis de découvrir cette voie-là. Et j'espère que vous aussi, en fait, vous êtes attentifs à la fois à ce qui se passe autour de vous et puis à cette petite voix à l'intérieur, ce petit quelque chose qui quelquefois vous dit, en fait, c'est là qu'il faut que j'aille, c'est ça qu'il faut que je fasse. Pas forcément pour l'argent, hein. Je vous ai dit, quand j'ai commencé, c'était pas pour l'argent. Même jusqu'à maintenant, ça n'entre même pas encore. Mais ça viendra, ça va venir. In Jesus' name. Mais il y a un truc. Je pense que fondamentalement, il y a toujours un truc qui nous arrive et qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Je vais avoir 40 ans. Il y a des personnes qui ont découvert leur voix à 20 ans. Peut-être même d'autres, c'était depuis la naissance, j'en sais rien. D'autres, ce sera à 60 ans. Il y a des personnes dont, en fait, la vraie vie commence même après leur carrière. Donc, ne vous mettez pas non plus de pression, peut-être à vous dire. Parce que je trouve que les jeunes se mettent quand même beaucoup de pression. Hein. Je vois des jeunes filles de 20, 25 ans. Vous êtes des bébés qui se mettent la pression. Tata Mel, je ne sais pas encore ceci, je ne sais pas encore cela. C'est pas grave. C'est pas grave si tu ne sais pas encore. Sois juste à l'écoute et tout ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le en te disant quoi que je fasse, je veux être la meilleure dans ce que je fais. Je veux que tous les détails soient pris en compte. Je veux que tout ce que je fasse soit fait de manière excellente, de manière professionnelle, que tu puisses rentrer chez toi et que même si ça a foiré, en fait, que tu n'aies pas à t'en vouloir. Parce qu'à un moment, il y a des choses qui ne dépendent absolument pas de nous. Hein. Je veux dire, quand j'organise un super mariage et qu'il pleut, excusez-moi, hein, je peux dire, je peux maîtriser beaucoup de choses, mais pas forcément le fait qu'il pleuve. Mais quand je vais rentrer, je ne vais pas m'en vouloir parce qu'il a plu, d'accord, mais j'avais mis les chapiteaux, j'avais mis le plancher, j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire pour que ça se passe bien malgré la pluie. Donc voilà, il va continuer à pleuvoir et nous, on va continuer à apprendre à danser sous la pluie pour que tout se passe bien, qu'on ait des carrières, des parcours exceptionnels, à la maison comme en dehors de la maison. J'insiste là-dessus. Je ne suis pas de ceux qui disent que quand on réussit, il faut jeter le mari et tout ça. Moi, je vous ai dit, le mien, il a été vraiment d'un soutien incroyable. Donc, je vous souhaite vraiment de découvrir votre voie, de trouver l'amour et d'avoir des parcours exceptionnels.